Principaux troubles fonctionnels des personnes âgées. Elle est une perte d'eau et d'électrolytes non compensée par rapports extérieurs et représente une pathologie fréquente et grave. Elle s'explique par les modifications physiologiques liées à l'âge et par la fréquence des situations pathologiques. Rappel physiologique. L'eau représente 50% du poids du corps du sujet âgé, elle est répartie en différents secteurs. 40% en intracellulaire, possède des ions de K+. 20% en extracellulaire, possède des ions de Na+. 0,5% appareil circulatoire, intravasculaire. 0% secteur interstitiel, extravasculaire. Rappel vieillissement des compartiments liquidiens chez le sujet âgé. Diminution de la masse maigre et de l'eau totale. L'altération de la sensation de soif chez le sujet âgé et donc l'apparition de l'hypodipsie. L'anorexie est fréquente et majeure hypodipsie journalière. La filtration glomérulaire et la fonction tubulaire avec une diminution de la sensibilité des récepteurs à l'ADH déclenchée par elle, hyperosmolarité causant des urines concentrées. Mécanisme de la déshydratation. Elle est liée soit à une perte d'eau ou carence d'apport ou les deux, le plus souvent chez le sujet âgé est mixte intra- et extracellulaire. Les facteurs déclenchants sont soit liés à une augmentation de perte d'eau et des selles ou soit liés à une diminution des apports ou soit les deux. Signes cliniques de la déshydratation. Signes de la déshydratation extracellulaire. Perte de poids, plis cutanés, hypotonie des globes oculaires, tachycardie, diminution de la pression artérielle et à un stade extrême collapsus par hypovolémie responsable d'oligurie et ces éléments peuvent être délicats à apprécier chez le sujet âgé. Signes de la déshydratation intracellulaire. Sécheresse des muqueuses, fébricules, troubles neuropsychiques sans parallélisme avec la sévérité de la déshydratation. Signes biologiques de la déshydratation. Augmentation de l'urée sanguine et de façon moins importante la créatinine sanguine. Hypernatrémie en cas de déshydratation principalement intracellulaire, hyponatrémie ou natrémie normale n'élimine pas le diagnostic. Augmentation de l'hématocrite et de la protidémie à comparer avec les bilans antérieurs. Étiologie de la déshydratation. Diminution de la sensation de soif, signe déshydratation sévère. Chaleur. Hyperthermie. Diarrhée, vomissement. Polypathologie, dépendance et perte d'autonomie. Prise d'un traitement diurétique. Prévention de la déshydratation. Surtout en cas de canicule et de coups de chaleur. S'hydrater convenablement à raison de 1,5 et 2 litres jour. Éviter les sorties aux heures les plus chaudes. Maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure et lorsque cette dernière s'élève, il faut provoquer les courants d'air. En cas d'hyperthermie, un apport supplémentaire de 300 ml par litre si le degré sup à 37 degrés Celsius. Les sujets âgés doivent apprendre à boire avant même d'avoir soif. À dépister lors de toute prise en charge gériatrique. Facteurs de fragilité et de mauvais pronostic, aggravés par diminution de la perception du goût et de l'odorat, réduction de production de salive et les troubles bucco-dentaires. Besoins nutritionnels des sujets âgés. Apports énergétiques recommandés. Total égale 25 à 30 kcal par kg par jour, 30 à 40 si maladie et 40 à 50 si infection étendue. Protéines. 1 g par kg par jour égale 12% de la ration énergétique, 1,5 à 2 g par kg par jour en cas de maladie aiguë. Glucides, 4 g par kg par jour égale 50% de la ration énergétique, en privilégiant les glucides à index glycémique bas. Lipides, 1,5 à 2 g par kg par jour égale 38% de la ration énergétique, dont 10 g d'acides gras essentiels. Eau, 40 ml kg J plus 0,3 litres par degré Celsius au-delà de 37 C, apporté sous forme de liquide et d'aliments hydratés. Clinique. Manque d'apport évident SIG 1500 cal J ou 20 kcal 1/kg J. Indice de masse corporelle, IMC égale poids, taille. IMC 22 kg par mètre carré, dénutrition probable.
IMC 17, malnutrition protéino-énergétique. IMC 17 à 23,5, risque de malnutrition. IMC 23,5-29,9, état nutritionnel satisfaisant. Biologie. L'albumine moins des 31 g par litre, plus des 25 g par litre, signe de gravité. CRP, recherche d'inflammation susceptible de contribuer à la baisse de l'albumine. Quelques définitions. Fragilité. Diminution capacité physiologique de réserve. Diminution mécanisme d'adaptation au stress. Augmentation risque de mortalité, incapacité, chute, hospitalisation. Sarcopénie. Diminution masse musculaire associée à une diminution force et ou fonction musculaire. Obésité. Se définit par un IMC plus ou égal à 30 comme chez l'adulte. FDR. Diabète, HTA, dyslipidémie, pathologie cardiovasculaire, insuffisance respiratoire, insuffisance veineuse, arthrose. Dénutrition. Est un état pathologique se caractérisant par une insuffisance des apports au regard des besoins nutritionnels de l'organisme. Facteurs de risque. Psychosocio-environnementaux. Isolement social. Deuil. Difficultés financières. Maltraitance. Hospitalisation. Entrée en institution. Diagnostic étiologique. Insuffisance d'apports alimentaires. Idées fausses sur l'alimentation et conseils diététiques inappropriés. Inappétence, hypoagésie, hyposmie, détérioration visuelle, perte d'autonomie. Troubles neuropsychiatriques, démence, dépression, alcoolisme. Hospitalisation, régime sans sel strict, nombreux médicaments pris en début de repas. Difficultés sociales, isolement social ou familial, pauvreté. Gêne digestive, constipation, candidose, œsophagite, ulcère gastro-duodénal. Difficultés physiques. Troubles de la marche. Troubles de l'absorption. Maladie cœliaque, Crohn, grêle radique, résection du grêle. Troubles moteurs. Tremblement, préparation, ingestion, déglutition. Dégradation bucco-dentaire. Édentation, appareil dentaire inadapté, mauvais état gingival. Hypercatabolisme. Plaie. Infection. Cancer. Escarre. Brûlure. Rhumatismes inflammatoires. Fracture. Insuffisance cardiaque ou respiratoire, hyperthyroïdie. Complications. Mortalité. Risque d'infection. Troubles de la marche chute et risque fracturaire. Escarre. Apparition ou aggravation d'une sarcopénie ou d'une fragilité. Risque de dépendance, perte d'autonomie. Hospitalisation, institutionnalisation. Détérioration de la qualité de vie, augmentation des coûts médicaux. Dépistage. Recherche des facteurs de risque de dénutrition. 1. Cancer. 2. Insuffisance d'organes sévères. 3. Pathologie digestive responsable de malabsorption ou maldigestion. 4. Pathologie inflammatoire ou infectieuse chronique. B. Évaluation de l'appétit et des apports alimentaires. C. Calcul de l'IMC. D. Mesure du poids et calcul de la perte de poids, %. Traitement. Traitement préventif. Maintien d'une alimentation suffisante, adaptée et équilibrée. Traitement de la cause de la dénutrition. Renutrition. Par alimentation, classique. Physiologie et anatomie respiratoire. Physiologie et anatomie respiratoire. Physiologie et anatomie respiratoire. Physiologie et anatomie respiratoire. À privilégier si possible soit d'emblée, seul ou avec alimentation artificielle de complément, soit en relais de l'alimentation artificielle. Nourriture adaptée aux patients, aux capacités masticatoires et de déglutition, goût, enrichi, hypercalorique, hyperprotidique, fromage râpé, crème fraîche, beurre, présenté de façon appétissante, si possible. Augmentation de durée des repas,
briques de compléments alimentaires. Encouragement répété à manger, collation, fragmentation des repas. Plus compléments nutritionnels protéinés, en cas d'insuffisance des apports alimentaires, plus traitement antidépresseur. Alimentation artificielle. Indication. Dénutrition avec voie orale insuffisante ou impossible. Discussion au cas par cas, suivant le contexte, le pronostic, etc. Quantité. En cas d'hypercatabolisme, 40 à 50 cal/kg/j, dont protéines 1,5 à 2 g/kg/j. En cas de manque d'apport, 30 à 40 cal/kg/j, dont protéines égales 1,2 à 1,5 g/kg/j, introduction progressive, J1, 500 kcal. La nutrition entrale sera envisagée si la voie orale impossible ou insuffisante, transit conservé ou mise au repos du pancréas, pancréatite aiguë, fistule pancréatique, par sonde jéjunale, mieux tolérée que la voie parentérale chez le sujet âgé, principale voie. Sonde nasogastrique, si durée moins de 1 mois. Gastrostomie, si durée plus que 1 mois. Sonde jéjunale, en cas de pancréatite ou de risque majeur d'inhalation et durée moins de 1 mois. Principaux risques. Obstruction de la sonde. Hyperglycémie. Infection de gastrostomie. La nutrition parenterale est réservée aux situations. IMC 15 kg par mètre carré, atrophie probable de la muqueuse intestinale. Voie entérale mal tolérée ou impossible, maladie inflammatoire du grêle ou malabsorption ou pancréatite ou occlusion intestinale. Période périopératoire de certaines chirurgies. Apport, volume 2 litres. Osmolarité 800 mOSM en voie périphérique, davantage sur voie centrale. Supplémentation en vitamines et oligoéléments. Principaux risques. Infection du cathéter. Thromboembolie. Hyperglycémie. Surcharge volémique. Surveillance. 1. Poids, IMC, TA, état d'hydratation, transit digestif. 2. Apports alimentaires, quantification des ingestats. 3. Plis cutanés, circonférence des membres. 4. Appétit, force musculaire. 5. Évolution des maladies associées. 6. Aspect de la voie veineuse ou de la gastrostomie éventuelle. 7. Dosage de l'albumine, 1 fois par mois. En cas d'alimentation artificielle. Glycémie capillaire, 4 fois PAR jour puis 2 fois par jour. NA, K, 2 à 3 fois par semaine. Biochimie hépatique, 1 fois par semaine. Position de la sonde gastrique éventuelle. Complications de la dénutrition. Immunodépression et infection, lymphopénie, infection. Pullulation microbienne et fécalome, par ralentissement du transit intestinal. Risque de surdosage des médicaments à marge thérapeutique étroite par hypoalbuminémie. Troubles métaboliques, hyperglycémie, dysthyroïdie. Asthénie, troubles psychiques, polyneuropathie, anémie, par déficit en vitamine B, B6, B12. Ostéopénie, fracture, par carence en vitamine D. Troubles cutanés muqueux, par déficit en vitamine C. Dysgeusie, par manque de zinc. Perte d'autonomie, amyotrophie, cachexie. Évolution rapide de l'escarre. Définition de la marche. Activité physique alternée, automatique des membres inférieurs qui conduit à un déplacement du corps avec maintien de l'équilibre et de l'orthostatisme. Physiologie de la marche. Les systèmes impliqués dans la marche sont système d'équilibre et d'adaptation posturale, 4 modes de perception permet le maintien de la posture. La vue. 2. Le système vestibulaire. 3. Les voies sensitives afférentes proprioceptives. 4. Les voies sensitives afférentes tactiles épicritiques. Effet du vieillissement sur la marche et l'équilibre. Réaction posturale maintenue. 2. Vitesse des réactions et capacité d'adaptation aux situations extrêmes diminue. 3. Sarcopnie. 4. Mise au repos du vestibule. 5. Baisse de l'acuité visuelle, diminution du champ visuel et de la sensibilité au contraste.
6. Réduction du nombre de récepteurs plantaires et de la vitesse de conduction nerveuse. Facteurs pathologiques favorisants. Dénutrition. 2. Vertige positionnel paroxystique bénin. 3. Pathologie oculaire. 4. Neuropathie périphérique. 5. Déclin cognitif. Modification de la marche. 1. Augmentation des oscillations à la station debout. 2. Diminution de la vitesse de marche. 3. Réduction de la longueur et de la hauteur du pas. 4. Augmentation du temps de double appui. 5. Variabilité du pas plus élevée. 6. Diminution des mouvements de balancier des bras. Facteurs de vulnérabilité. Âge avancé, moins de 80 ans. 2. Sexe féminin. 3. Les antécédents de chute. 4. Troubles chroniques de la marche. 5. Iatrogénie, psychotrope, anti-HTA, antiarythmique ou polymédication, moins de 4. 6. Toutes les affections peuvent réduire l'adaptation à l'effort et les mouvements compensatoires d'adaptation posturale. Facteurs participants. Facteurs liés à la santé de la personne, maladie chronique. Facteurs liés au comportement, alcoolisme, précipitation au lever ou à la marche, grimper sur des objets instables. Facteurs liés à l'environnement. Port de chaussures inadaptées, lâches, semelles usées. 2. Vêtements de taille inadaptée. 3. Fauteuil ou lit trop haut, WC trop bas. 4. Tapis mal fixé, glissant, fils électriques mal situés. 5. Éclairage insuffisant. 6. Objets mal rangés. 7. Animaux domestiques. 8. Sol souillé, glissant. Examen complémentaire. ECG les 12 dérivations, pour éliminer une urgence cardiologique, NFS, ionogramme sanguin, glycémie, calcémie scanner cérébral, IRM médulaire, selon le contexte et les antécédents du patient. Complications. A. Complications traumatiques, contusion, hématome, plaie, luxation, fracture. B. Impossibilité de se relever du sol. 1. Stase prolongée plus qu'une heure égale insuffisance des aptitudes posturales isolement ++. 2. Complications spécifiques, rhabdomyolyse, insuffisance rénale aiguë et hyperkaliémie, pneumopathie d'inhalation, hypothermie, déshydratation, escarre, conséquences psychologiques. C. Complications psychologiques. Peur de tomber. 2. Anxiété majeure à refuser toute verticalisation, perte de confiance en soi, insécurité et dévalorisation. 3. Dépression, repli sur soi, démotivation. D. Syndrome post-chute urgence gériatrique à hospitaliser, trouble postural en position assise ou debout, rétropulsion à station debout impossible seul avec anxiété majeure déclenchée par la position debout égale phobie de marche, phobie de la verticalisation, non expliquée par des lésions traumatiques ou neurologiques. Signe de mauvais pronostic ++, perte fonctionnelle de la marche et perte d'autonomie. Les signes de gravité. 1. Pathologie responsable de la chute. 2. Isolement socio-familial. 3. Antécédents de chute traumatique. 4. Incapacité à se relever seul. 5. Traitements antithrombotiques, anticoagulants, antiagrégants plaquettaires. 6. Ostéoporose. Traitement. Correction et traitement des facteurs de vulnérabilité ou précipitants modifiables. Évaluation des pieds, chaussures à talons larges et bas, semelles fines et fermes. Encourager la pratique régulière de la marche et de toute activité sportive. Correction d'une hypovitaminose D et traitement de l'ostéoporose associé à un apport calcique suffisant, kinémotrice, poursuite des exercices en autorééducation. Aménagement de l'environnement. Aide technique à la marche. Renforcement musculaire des membres inférieurs, travail d'équilibre postural statique et dynamique, apprentissage et travail de relevé du sol. Soutien psychologique. Si syndrome post-chute, rééducation précoce plus psychothérapie ++.